Woodart La Canopée, donc qui est un projet démonstrateur à Divois, qui est en cours. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc donc Marie-Charlotte de chez Opidea est là pour un peu parler aussi du projet qui nous a accueillis, du lieu. Et Opidea nous a accueillis pour ce démonstrateur. Il nous a sélectionnés d'ailleurs. On en est très fiers puisqu'on en parle aujourd'hui et on va en parler encore plus. Donc Marie-Charlotte, je te laisse parler de l'éco-quartier de la cartoucherie. Oui, tout à fait. Merci Jean-Christophe. Donc, pour resituer ce projet de construction sur une échelle un petit peu plus large, donc le projet Woodart qui s'inscrit dans une ZAC Opidea. Alors, Opidea, on est aménageur, SEM d'aménagement de Toulouse Métropole, l'opérateur d'intérêt général au service de la collectivité, qui a pour ligne de conduite d'initier et de gérer des opérations d'aménagement et de construction au service du développement durable. Ainsi, dans toutes nos opérations, nous tenons à développer et à évaluer notre production au travers de 4 axes stratégiques. Le premier qui est l'accélération de la transition écologique et de la maîtrise des impacts du dérèglement climatique, la qualité des usages et la qualité de vie au cœur de la conception des quartiers et notamment sur le travail des programmations. Et là, le projet qui sera présenté est aussi un démonstrateur de cette mixité de programmes, même à l'échelle de l'îlot. Une ville mixte pour tous les publics et enfin l'innovation au service de l'intérêt général et là aussi le projet en est un bon exemple. Alors, ça, c'était pour le Opidea aménageur. Dans une ZAC, c'est-à-dire, surtout pour nous, l'objectif, c'est de développer des écoquartiers. Donc là, le quartier de la Cartoucherie à Toulouse est labellisé écoquartier, donc sur l'étape 2, c'est-à-dire en cours de construction. Et donc, ce quartier illustre bien les 4 items que j'ai précédemment exprimés, avec notamment 3 éléments qui lui est très spécifique. Le premier qui est un réseau de chaleur, ensuite la gestion des eaux pluviales et les parkings silos mutualisés. Donc, qui sont trois thèmes qui sont poussés assez loin dans cet écoquartier. Je ne vais pas tout développer parce que ce n'est pas le sujet de la réunion. Donc, on a des ambitions à l'échelle du quartier, mais on a aussi des ambitions à l'échelle des îlots. On a des cahiers des charges assez stricts quand on commercialise les terrains sur la base de la qualité des projets et non sur les charges foncières. Donc, au travers de différentes certifications ou labellisations sur des points spécifiques. Donc pour le projet Woodart, donc je reviens un petit peu en arrière en 2016, il y a 4 ans, donc c'était effectivement un appel à manifestation d'intérêt pour site pilote d'immeubles à vivre en bois. Donc, on a choisi de participer à cet appel à manifestation et surtout en proposant un site très stratégique pour nous, donc au sein de cet écoquartier, pour trouver une cohérence et une résonance au sein d'un quartier avec des préconisations de développement durable. Et puis aussi, aussi sur un axe d'entrée de ville, donc sur l'avenue Grande-Bretagne, donc qui est une pénétrante de l'agglomération toulousaine. Et également à l'échelle du quartier, donc c'est sur la place principale du nouveau quartier où il y aura commerce, services et animation, cinéma et autres. Donc voilà pour le... Je reviens sur la slide principale. Donc ça, c'était en 2016. En 2007, le concours à Divois. Donc on a pu choisir l'ensemble des équipes et puis après développer le projet dans sa mise au point et en 2020, le chantier. Donc depuis cette expérience, donc on avait commencé en 2007 et aujourd'hui, on compte à Opidea 7 projets en cours qui sont à l'étude, des projets structure bois, alors plutôt sur des façades bois, voilà, qui sont assez des projets sur des maisons, de l'intermédiaire, du collectif, des choses assez différentes, voilà, qui sont développées au sein de 5 quartiers aménagés par Opidea.
Pour conclure, pour nous, c'est toujours l'occasion aussi de remercier les équipes qui travaillent dur pour développer ce projet et qui surtout le concrétisent. Et puis, c'est encore le moment de les encourager pour la suite, car c'est pas fini. Et enfin, surtout pour nous, c'est de partager les expériences et de développer la production bois, afin que cette expérience, elle reste pas isolée et d'échanger, que les informations circulent. Voilà. Donc là, je peux laisser la parole pour les éléments plus précis sur ce projet de construction à Jean-Christophe. Donc après un maître d'ouvrage et un aménageur, un maître d'ouvrage privé qui va parler du bois avec sa vision de maître d'ouvrage. Donc déjà, la chance du site, c'est le lieu et le lieu, puisqu'on est bien placé et ça nous permet de vendre, ce qui est positif. Parce qu'un projet en bois a sa valeur, est complexe à intégrer et ça a été un soulagement pour nous et ça nous a permis d'avancer assez sereinement. Donc le lieu, on en parlait, on voit l'arrondi. Donc c'est un des 4 ou 5 projets qui encadrent le futur lieu de vie de la ZAC, de l'écoquartier, de la cartoucherie, et qui va être un point névralgique puisque l'opération, on le reverra après, accueille un hôtel, des logements et du commerce. Donc complexité par la mixité d'usage aussi du projet et donc de la place du bois à l'intérieur de ce projet. Donc on le voit, on peut passer à la slide qui suit. Donc Opidea a fait un superbe film de l'opération, de la ZAC, que vous pourrez retrouver sur leur site internet, où on se balade à l'intérieur de celui-ci et on voit le projet Woodart qui émerge, puisque en fait l'idée a été d'avoir une tour signal. Alors quand on dit tour signal, c'est qu'on est parti sur un niveau de bâtiment R+10, mais en restant en classification feu à R+9, puisqu'on a fait des duplex, on a un peu triché pour atteindre le 10e étage et rester du coup, ne pas passer dans une valeur de hauteur d'IGH qui aurait été complexe et qui est complexe. Donc là, on voit des images où on voit la tour, on voit le pied d'immeuble et l'hôtel qui remonte. On peut passer à la suivante. Donc voilà le projet. Donc ça, c'est l'image commerciale. C'est l'image qui a un peu bougé puisqu'on travaille aussi sur la ZAC pour bien intégrer ce projet avec des coloristes en collaboration avec Opidea. Surtout, ce qu'on peut penser être en façade n'est pas du bois. On retrouve une mixité de matériaux qui sont la terre cuite. Et pour alléger la structure, on a passé des éléments qui étaient initialement en terre cuite en aluminium, ce qui nous a permis de dédoubler la structure métallique pour tenir des éléments décoratifs, vu les contraintes qu'on a rencontrées lors de la conception du projet, même pendant la réalisation, j'y reviendrai après. Donc, qu'est-ce que le projet Woodart? Comment est-il composé? Donc, par un projet, une équipe, puisque ce dossier-là n'existerait pas s'il n'y avait pas eu un parti pris très fort et un engagement très fort de l'ensemble des membres de l'équipe qui sont là, mais pas tous, puisqu'il nous manque notre AMO HQE, qui aussi va être là pour les labellisations, et Socotec, que j'ai mis en bas avec le logo, puisque la porte d'entrée, la réussite du projet a été aussi la validation par un bureau de contrôle de nous accompagner sans ATEX. Donc, c'est un projet qui se fait 100% en avis de chantier. Ça a été, pour nous, maître d'ouvrage, la porte d'entrée principale. Sans avis de chantier, je pense qu'on ne serait pas arrivé à ce niveau de bois-là, parce que ça aurait été trop complexe, trop long et trop incertain. Donc, on peut aller à la slide d'après. Donc, comme le disait Marie-Charlotte, en 2017, on part sur une ambition et aujourd'hui, on en arrive à une réalisation, puisqu'aujourd'hui, Woodart, la canopée, est en train de finir ses bases de fondation, puisqu'on a eu besoin de béton. Et je vous le expliquerai après où sont ces zones-là et comment on a tenu le projet au vent et comment on respecte la réglementation au feu. Donc, c'est un projet qui va tendre vers une labellisation E+C- de niveau E3C2. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde E3, à tout le monde de 3C2. E3, après, il y a E4. Je ne sais pas qui y arrive aujourd'hui en France. C2, c'est le niveau de carbone le plus haut. Donc, comme le disait Marie-Charlotte, ce qui nous a aidés pour y arriver, puisque malheureusement, la valeur du bois n'est pas prise à sa juste valeur par rapport à un béton vert. Oui, vert. Donc, la centrale de chaleur, en fait, il y a un réseau de chaleur qui passe sur la ZAC qui nous a permis
d'améliorer notre performance au carbone et à l'énergie. Et on a obligation de finir avec du photovoltaïque, on va le voir juste après. Donc, on a NF Habitat HQE. Et après, on a allé chercher un label bâtiment durable d'Occitanie, le BDO. Alors, le label le plus connu était le BDM, puisque c'était Méditerranée qui a commencé. Et maintenant, il y a le BDP, comme Paris, qui existe depuis un certain temps, mais qui est en train d'émerger. Et donc, sur le niveau BDO, on est passé à un niveau conception. Et lors de la conception, on a atteint le niveau argent. Et en ce moment, on travaille pour essayer d'aller atteindre le niveau or, qui est le niveau le plus haut. Donc ça, c'est pas gagné, c'est pas évident. Donc tout le monde est en train de calculer derrière son ordinateur pour y arriver et à le justifier, puisque tous les usages et tous les autres sujets, eux, sont déjà atteints. Et enfin, c'est un projet qui a été subventionné par la région d'Occitanie dans le cadre de l'appel à projet NOWAT. Donc c'est l'Occitanie à énergie positive. Donc ça a été le salut du passage de ce projet à une composante de bois à 76%. Donc 76%, ça veut dire quoi? C'est remplacer un mode traditionnel classique qui peut être des planchers béton, des murs béton, par un système bois. Donc on parle en termes de surface. Donc ça, on a réussi à le faire grâce à la subvention. Autrement, on aurait dû revenir sur un projet à 20% de bois, donc beaucoup moins démonstrateur. Et la région, comme ça je répondrai à la question qui arrivera peut-être après, nous a accompagnés à hauteur de 10% du coût des travaux. Sans ça, c'est un projet qu'on n'aurait pas pu réaliser sous cette échelle-là. Donc ça a été un gros accompagnement et la région, on ne la remerciera jamais assez, hormis le jour d'inauguration autour d'une coupe de champagne. Et enfin, on va aller chercher le label BBCA niveau 1, puisque pour nous, c'est un peu nouveau ce label, il est un peu dur à appréhender encore. Et surtout, moi personnellement, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on ne sait pas bâtir un projet BBCA dès la base. Il y a d'abord l'image et après on réfléchit à ce que ça représente en carbone, ce qu'il faudra peut-être inverser dans les temps qui vont venir. Donc on peut aller à la slide suivante. Donc Wood Art est composé de la façon suivante. Alors je ne sais pas si tout le monde le voit. Donc on a tout un socle du projet qui sont des commerces, qui vont accueillir une moyenne surface alimentaire, merci Marie-Charlotte, une moyenne surface alimentaire, 2 petits commerces, et après une salle de sport et un hôtel. On le voit dans la tour Signal qui est à l'entrée. Donc l'hôtel qui lui est sur R+5 et des logements qui sont surplombés au-dessus, qui eux montent aussi de 5 étages. Et après 2 autres grands plots de logements qui sont indiqués au fond, avec un plot pour le social et l'autre pour le libre, qui gravitent entre R+5 et R+8. Et surtout, la particularité de ce projet-là, c'est qu'un corps de bâtiment, celui qui est à gauche, est composé de 3 petits plots, ce qui a été pas problématique, mais qui a posé des interrogations sur la façon dont on faisait pour tenir le projet au contreventement et au vent. Donc, sur cette conception-là, qu'est-ce qui a été décidé? Il a été décidé de faire le sous-sol en béton, bien sûr, le socle aussi en béton, puisqu'il fait 2 niveaux de hauteur pour accueillir les commerces et avoir un socle qui s'aligne avec le projet qui est autour, qui sont les halles de la cartoucherie. Et après, on a eu une mutation de l'opération à cause du feu. Donc, je vais en parler juste après. On peut aller à la slide suivante. Alors, la particularité du projet, en termes d'usage aussi, c'est qu'on a été précurseur avant le confinement qui nous donne tous envie de faire du vélo, et moi le premier, c'est qu'on a anticipé la place du vélo dans le projet. C'est-à-dire que nos plots de bâtiments intègrent un ascenseur qui permet de pouvoir y caser un vélo et stationner son vélo au niveau du palier. Vous le voyez sur la première photo qui est complètement à droite. Donc ça, c'est assez novateur. On va voir comment ça vit, même si on a eu la critique de nous dire qu'il y aurait des ascenseurs là-haut, ce qui est possible, je ne peux pas dire non, mais en tout cas, c'est les usagers qui devront être maîtres de leur comportement. Mais on y a pensé d'entrée de jeu et surtout, ça fait écho à ce côté C2 et à ce côté carbone et c'est l'insertion d'un projet dans un milieu urbain. On peut aller à la slide qui suit. Donc ici, on parle de biodiversité parce que c'est un projet qui est 100% minéralisé. Il faut savoir que le site de la cartoucherie, ça porte bien son nom, on y faisait des cartouches, et c'est un milieu qui est assez pollué. Donc, notre site, lui, devait être complètement minéralisé pour accueillir un stationnement, parce que je ne l'ai pas dit, mais au sous-sol, on intègre à la fois du logement et du stationnement à titre public, ce qui n'est pas évident aussi à mettre en œuvre. Donc, les architectes ont décidé sur la partie haute des commerces d'avoir un réel jardin. Alors, quand je dis un réel jardin, c'est que l'épaisseur moyenne de terre, enfin minimale de terre, pardon, c'est 50 cm. Après, on va travailler avec des
des buttes de terre. Donc là, il y a tout un concept qui a été vu pour avoir un matériau allégé au milieu des buttes et pouvoir avoir des fosses pour qu'il y ait assez de terre pour les arbres, avec un système d'ancrage pour que les arbres ne tombent pas au vent, etc., etc. Mais surtout, ça va permettre à nos habitants de retrouver, d'avoir un lieu de partage, de rencontre, de rafraîchir l'îlot et d'accueillir la biodiversité aussi, puisque ça devient un bol relais vert pour les animaux, les oiseaux ou autres. Donc on peut aller à la slide qui suit. Donc là, c'est pour illustrer la démarche de Biocénis qui nous accompagne sur l'opération. La slide d'après. Donc, l'utilisation de l'ENR pour atteindre le E3C2. Donc, E3C2 biosourcé niveau 1, par le bois déjà, par le choix de l'apport énergétique qui est comment on appelle ça, pardon, le réseau de chaleur, et par le photovoltaïque qui, lui, va nous permettre de ramener de l'énergie. Alors, le gros intérêt de ce projet-là, c'est qu'on a l'hôtel. Donc, une partie des ENR seront consommées en permanence pour le fonctionnement de l'hôtel. Une autre partie sera pour la copropriété et revendue pour le bénéfice de la copropriété, puisqu'une copropriété ne consomme pas suffisamment d'énergie pour l'autoconsommer à 100%, c'est de l'ordre de 10% à peine, ce qui est dérisoire par rapport à ce qu'on pourrait en faire. De même, peut-être on saura créer de l'hydrogène grâce au solaire, on n'en est pas encore là, ça viendra sûrement vite, vu la mobilisation de l'État autour du projet vert. Donc après, on peut aller à la slide suivante. Donc construire avec la planète et avec le bois et les ressources locales. Donc là aussi, ça a été un des enjeux du projet, de l'appel à projet à Dives-Bois, pas Dives-Bois, pardon, NoWatt, qui était d'aller chercher et d'utiliser du bois d'Occitanie. Vous allez me dire, très dur de savoir quel bois il va y avoir dans du CLT. Je vous réponds oui, c'est impossible. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut être certain et avoir un engagement de celui qui achète du bois d'acheter la quantité de notre opération dans les forêts d'Occitanie. Chose qui a été faite puisqu'on travaille avec Pipto sur le secteur et qui est faite aussi par l'entreprise principale qui est Maître Cube, puisque c'est un charpentier enfin qui tient tous les corps d'État, même le gros œuvre, puisqu'on est en conception-réalisation. Maître Cube est plus précisément et localement à Agos, Pyrénées-Charpente. Donc le bois sera occitan, au moins dans l'achat, il y en aura peut-être un peu dans le CLT, mais ça je ne peux pas le promettre. Si on nous fait des tests d'agrumes, je ne saurais pas répondre favorablement. Donc on peut aller à la slide qui suit. Donc ce qui a été notre plus gros enjeu, alors il y a beaucoup d'écriture, mais je vais surtout le dire à l'oral, ça a été déjà la persévérance de ces acteurs, je vous l'ai dit, l'accompagnement de la région, autrement on n'aurait pas pu arriver à faire ce projet-là. C'est un projet qui coûte à peu près 20 millions d'euros. Et les causes de la complexité d'un projet en bois en 2019, pour nous, ont été les suivants. Déjà, c'est une réglementation incertaine et une interprétation des normes. Ce qui fait qu'on a commencé à bâtir un projet en bois qu'on a complètement changé, alors qu'on était en train de couler les fondations. Donc, on a eu un peu peur pour les descentes de charge, qui n'étaient pas faites alors qu'on faisait des pieux, et un sous-sol qui allait monter alors qu'on ne savait pas comment on faisait au-dessus. Pourquoi ce changement de dernière minute du plancher, entre autres, et surtout de l'appropriation de la réglementation feu, c'est laisser le pire de Strasbourg. Je n'étais pas là au début de la conférence, donc peut-être que vous en avez parlé. Mais pour nous, ça a été un déclencheur de se dire qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un phénix ou est-ce qu'on veut faire un bâtiment qui tiendra malgré qu'il y ait eu des flammes? Donc c'est ce qu'on a décidé de faire et on a changé tous nos complexes et toute notre structure au moment, juste après l'essai le pire qui a été fait à Strasbourg. Et ce qui est assez marrant, c'est que nos parallèles se sont rattachés à Hyperion, qui est une pyramide nationale. J'aurais aimé la voir. Donc, on va le voir juste après. Notre complexe s'est inversé, en fait. Ceci, ça nous a amené à un avenant qui n'est pas neutre, puisque c'est un avenant qui pèse pas loin de 5% du coût des travaux, mais qu'on a décidé de régulariser pour se protéger et éviter d'avoir, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, éviter de dire on respecte la norme de base et on verra plus tard. Non, on a décidé de un peu anticiper à ce qui allait se passer, de manière à se protéger et surtout à ce que la vie de chantier puisse continuer et perdurer. Après, la complexité aussi, il faut bien le dire, c'est un projet qu'on ne raisonne pas comme un projet béton. C'est-à-dire qu'un projet bois n'est pas à la disposition de l'architecture d'un projet artistique,
mais c'est plutôt le projet bois qui doit guider l'architecte à faire un projet artistique. Et après, l'accumulation de couches n'est pas bon pour le carbone. Donc demain, comment on va devoir gérer ça, je ne sais pas. Ce qui est important aussi de regarder, c'est les découpes et les pertes. C'est-à-dire qu'on ne coule pas une quantité de béton dans une bâche pour y arriver, on découpe du bois et on jette du bois pour y arriver. Donc tout ça nous montre que nous, maîtres d'ouvrage, on manque d'expertise, que les bureaux d'études aussi réfléchissent et innovent, que les architectes vont devoir changer leurs habitudes et leurs process, et que les entreprises doivent aussi s'adapter pour répondre à ce fonctionnement. Parce qu'on peut parler de la structure bois, mais il n'y a pas que la structure bois derrière. Il y a le plaquiste, il y a l'électricien, il y a le plombier, il y a le carreleur, il y a l'étancheur, etc., etc., etc. Il faut savoir que là, on est en conception-réalisation, mais qu'on travaille de manière assez proche avec l'entreprise, puisque nous, on est habitué à faire du corps d'état séparé. Et donc, on regarde bien ça, puisque les entreprises qui y travaillent, on les connaît, on travaille avec elles toute l'année. Et on a eu du mal à trouver un électricien et un plombier qui n'ait pas peur de venir faire un projet bois. Donc ça, c'est un paramètre à ne jamais oublier, qui est super important. Et je pense que tout le monde sera surpris de la qualité de travail que ça va amener à la fin. Ça fera l'office d'un rétex sur la réalisation et la finalité et le suivi du projet. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, donc ça, c'était pour vous montrer simplement. Alors, c'est schématisé, mais ce n'est pas exprimé avec des points précis de où sont les matières. Donc, le projet de base, on voulait avoir un réel démonstrateur. C'est-à-dire avoir les murs en bois, avoir des plafonds en bois, avoir un maximum de bois par an. Laisser le pire nous a amené à comprendre. Je vais parler avec mes mots de maître d'ouvrage, je ne suis pas technicien, je suis maître d'ouvrage et donc financier. Ce qui en est revenu apparemment, moi d'après ce que j'ai compris, c'est que la flamme et la structure devenaient une masse combustible. Partant de là, il fallait protéger la surface bois et la structure bois de la flamme. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire avec la coupe qui est à droite, qui a dû évoluer depuis, mais bon, c'est celle que j'ai pu récupérer, où on a une plaque de placo, de la laine de verre, du Nergalto avec de l'isolation plaquée sous le CLT, un isolant acoustique et une chape pour avoir notre finition, puisque l'ensemble du projet est en plancher chauffant. Donc tout ça a eu deux intérêts pour nous, l'un de se protéger du feu, et l'autre de pouvoir faire passer nos réseaux par le plafond. La protection au feu se fait par le Nergalto et l'isolation qui est floquée sous le plancher bois. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, moi, je discute j'échange, mais un peu de loin, avec nos Parisiens qui travaillent sur le village olympique. Et ils sont en train de se poser les questions qu'on s'est posées il y a 2 ans. C'est-à-dire, pourquoi ne pas réussir à enlever l'isolant qui est juste au-dessus de la plaque de plâtre ou le Nergalto qui est juste sous le CLT. Nous, on n'a pas voulu prendre le risque dû aux percements qui apparaissent pour mettre les plots électriques ou tout autre plot qui permettrait au feu d'atteindre la structure et donc de se mettre à risque. Il y a une autre modification qu'on a dû faire sur l'opération, ça nous a fait un peu mal au cœur, c'est que nos balcons étaient en bois. On se rend compte que tout ce qui est émergent en bois est un risque potentiel, puisque l'eau est le risque le plus fort, est un des risques après le feu le plus fort sur une structure bois. Donc, on a décidé de les faire en bac collaborant. Ça a eu le bénéfice de nous protéger du C+D, de nous amener une finition directement et de désépaissir, alléger les structures. Donc, tous nos balcons aussi, pendant la réalisation des pieux, ont basculé pour être en bac collaborant. On peut aller à la slide qui suit. Pareil, à l'intérieur aussi, notre structure est passée beaucoup en poteau-poutre avec de la perte de CLT en mur pur, puisqu'il n'y avait plus d'intérêt économique et en termes de poids. Ça n'avait pas d'intérêt particulier d'en mettre autant. Donc, on est revenu sur un modèle classique. Donc là, ça, c'est la structure. J'ai écrit bois. C'est bois de Woodart. Donc, cette structure-là, on voit apparaître en rouge des poutres échelles qui nous permettent, puisqu'on le voit, il y a 3 plots, de contreventer l'ensemble du projet au vent. Et après, l'ensemble des façades périphériques sont en MOB, c'est sur bois, et les planchers sont en CLT. La cage du milieu n'a pas cette poutre échelle puisqu'on a décidé pour la sécurité au feu dans le cadre de l'opération de Woodart d'avoir les escaliers et les ascenseurs qui restent en béton. On s'est dit si on doit sortir ou si on doit pouvoir évacuer, au moins que quelque chose soit sans surperposition de couches de plâtre, etc., des scotch et tout ce qu'on veut, soit
étanche, soit solide au feu et un peu plus pérenne que le bois qui, une fois qu'il a brûlé, finit comme bûche en cendres. Ça a été notre parti pris. Les parties communes, elles, sont restées en CLT. Donc là, on voit bien l'architecture du projet. D'ailleurs, il y a une problématique qu'on a rencontrée, je n'en ai pas parlé, autour de l'hôtel, où le classement de l'hôtel nous a forcé à avoir une dalle béton entre l'hôtel et le logement, coupe-feu 2 heures. Donc, et le feu, les sprinklers ayant été refusés, vous en avez parlé juste avant, et n'étant pas pris en compte dans la réglementation, on a décidé de passer tous les planchers de l'hôtel en béton. Donc, on est passé d'un module 3D qui était prévu pour les chambres d'hôtel à un module plancher béton, mur ossature bois, de manière à réintégrer et à conserver le process un petit peu bois qu'on avait prévu initialement. D'ailleurs, l'hôtel, pour la partie thermique, a une dalle active. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est-à-dire que le plancher chauffant est directement dans la dalle du plancher. Donc ça, c'est pour représenter ce qui se passe en façade. Donc c'est une opération qui aura des éléments préfab béton, c'est des éléments de chez Terreal qui sont divisés en 3 sur l'ensemble de la hauteur et qui vont protéger en fait la première façade des intempéries. Donc tout est avec cette structure en terre cuite et les fonds de loggia, elles, seront en bois. Il faut savoir que des éléments de façade arriveront près directement de l'usine de chez Pyrénées Charpente, avec intégré à l'intérieur la façade terre cuite, les menuiseries extérieures aluminium bois, enfin c'est bois recouvert d'aluminium, c'est MC France qui nous fournit, ça vient de Vendée, et avec l'isolation et les pare-pluies par vapeur, enfin tout ce qui va bien, et les plaques par feu aussi qui sont derrière les plaques les éléments en terre cuite. Donc ça, il me tarde de le voir arriver puisque ça va commencer en production sur l'usine de Pyrénées Charpente. Donc nos clients et Woodart, la canopée. Avant d'en parler, je vais parler un petit peu planning puisque pour nos clients, ça a été important. Aujourd'hui, le Covid nous a complètement arrêtés, mais va nous permettre de se relancer puisque le gros œuvre intervient. Donc c'est une opération que normalement on va livrer à nos clients en décembre 2021. Pardon, pas en décembre, en octobre ou novembre 2021. Il faut savoir qu'aujourd'hui, contractuellement, avec tous nos clients, on a signé pour avril 2021 et que nos premiers clients avaient signé pour une livraison au 4T 2019. Pourquoi je dis ça? C'est que tous les problèmes de conception qu'on a pu rencontrer nous ont amenés à décaler pour réussir à sortir l'opération. Donc, assez complexe, impossible à expliquer à un client. Pour l'instant, les clients sont assez compréhensibles. Enfin, on arrive à peu près à discuter avec nos clients. Et pourquoi? Parce que dans l'appel à projet à énergie positive, on nous a imposé, oui, on n'a pas eu le choix, que de réfléchir à ce qu'on appelle l'usage dans nos bâtiments. Donc, on peut aller à la salle suivante, s'il te plaît. Donc, l'usage dans les bâtiments, ça se traduit par quoi? Ça se traduit, là, vous avez devant vous le parcours client VEFA classique. Un client, quand il achète un logement, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ça va être intéressant de le comprendre, puisqu'aussi, on fait un projet en bois, mais les clients ne le voient pas. Donc, il est important aussi qu'ils le comprennent. Donc, un parcours classique d'un client, il réserve, il fait son montage financier, il achète son logement, on lui fait des courriers pour lui demander de l'argent à chaque fois que ça avance en hauteur, en altimétrie. On l'accompagne pour personnaliser son logement, on lui fait valider ses plans électriques, il fait des travaux modificatifs, vient le moment de ses choix. À un moment, on fait une visite cloison pour lui montrer qu'on a bien positionné les prises aux bons endroits. Arrive l'assemblée générale. Là, il parle, il rencontre enfin ses copropriétaires. Il va voir avec eux. Je suis un peu long là. Il va voir avec eux, il faut me couper si jamais. Il va voir avec eux. Il va parler juridique et argent. Et enfin, on va le livrer. Et nous, on est là que pour de la garantie pendant 1 an, 2 ans ou 10 ans. Mais c'est du passage épisodique. Donc, on disparaît complètement. Donc, on a décidé, c'est la fois d'après, d'innover aussi sur ce sujet-là en proposant à nos clients des ateliers. C'est-à-dire qu'on a sélectionné un AMO, enfin, on appelle ça un AMU, un assistant à maîtrise d'usage, pour accompagner nos clients pendant toute la phase de construction autour d'ateliers, qui finissent toujours par un apéro. C'est très toulousain et très convivial, mais c'est très français suite au confinement. Donc, autour d'ateliers. Ateliers autour de l'architecture, autour du projet en bois expliqué par l'entreprise, autour du volet paysager qui vont pouvoir travailler avec le paysagiste,
autour des halls d'entrée qui vont pouvoir aussi un petit peu travailler dans la limite de nos budgets avec les paysagistes, d'une visite de chantier en marchant. Ils vont bâtir ensemble leur guide de bonnes pratiques et de bons gestes verts, puisqu'il y aura 10 logements qui seront équipés de capteurs pour voir le confort qu'il y a dans ce projet en bois, hygrométrie, chaleur, consommation d'énergie, etc., etc. Et l'idée, c'est qu'à l'Assemblée générale, qui est un moment difficile, ce soit un moment où, en fait, on se retrouve. Et ensemble, on décide de bâtir nos règles qui seront été faites. Et on décide aussi de prendre les bonnes décisions pour le bon entretien de notre copropriété. Et après, on a décidé aussi de les accompagner pendant 18 mois autour d'apéritifs tous les 6 mois pour savoir comment ça va, comment ça se passe, que les acquéreurs qui sont devenus des habitants rencontrent des locataires qui sont aussi des habitants pour que tous ensemble, la résidence vive bien. Donc ça, c'est assez novateur, c'est nouveau. Donc voilà, donc l'idée c'est ça, c'est 3 propositions de hall qu'ont fait les architectes. Donc on n'en est pas là encore avec le groupe de travail. On peut aller après, à celle qui suit. Donc après, c'est le livret d'accueil qui va être bâti ensemble. Et enfin, la scène d'après, visiter son chantier en marchant. Donc pour tout vous dire, aujourd'hui, nous avons fait un atelier. Ma grande crainte, c'était qu'on n'ait que 4 ou 5 clients. Au final, on en a eu 46. Ça a été une réussite. Et le prochain est le 8 juillet. Il me tarde déjà d'y être. Et c'est un maître d'ouvrage qui vous dit ça. C'est assez étonnant. Moi-même, je me suis étonné. Donc voilà, la dernière slide. Donc tout ça pour dire que ce projet, on le porte. Ce projet, on en est fier. Tout le monde est très, très investi autour de ce projet-là. Et que ça va commencer à faire du bruit, je pense, et on espère que ça donnera envie aux autres d'y aller, sachant que moi-même, si je devais recommencer, enfin, nous-mêmes, si on devait recommencer sur Toulouse, on ne le prendrait pas dans le même sens, et je pense qu'on n'arriverait pas à faire la même chose. Parce que tout le monde s'est tellement engagé qu'un engagement tel ne permet pas de le reproduire tous les jours. Par contre, il y a beaucoup de bons gestes à avoir pour demain pouvoir le reproduire, et c'est ce qu'on est en train d'analyser. Et qui se conforte quand on voit des projets comme le village olympique qui se crée, quand on voit un projet comme la Tour Hyperion qui arrive quasi au même résultat que nous sur certains éléments. Et je suis sûr que demain, on retrouvera une habitude et qu'on arrivera à faire comme on fait en béton, ne plus réfléchir à comment on va faire pour y arriver. Voilà, et bientôt, on va faire un grand colloque autour de Wood Art, quand on pourra tous se réunir à plus de 200 personnes. Pour en parler. Et vous aurez bientôt un article dans le Moniteur début juillet.